Donc, la semaine dernière, c'était l'OST. Et bien sûr, très logiquement, aujourd'hui, c'est le Fordisme. Je rappelle quelques petites choses très très rapides sur le taylorisme. Donc, taylorisme, Taylor. Taylor, année 1880. C'est à peu près à ce moment-là qu'il commence à se faire connaître. 1911, autre date, The Principle of Scientific Management. Les principes du management scientifique. Je rappelle les trois principes, tels que moi je les ai reformulés. Aspirer, concentrer, opérationnaliser. Donc, aspirer, je vous rappelle, c'est aspirer l'expertise, le savoir des ouvriers, le classer, l'organiser, en faire la synthèse, etc., pour en tirer des lois et des formules. Concentrer, eh bien, c'est concentrer ce savoir et cette expertise dans un lieu, dans une instance qui est les bureaux d'organisation les bureaux de planification et d'organisation du travail. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans ces bureaux? Eh bien, le savoir en question va être travaillé, il va faire l'objet d'un travail intellectuel spécifique. Et puis, opérationnaliser, eh bien, c'est opérationnaliser l'expertise dont nous parlons sous forme de tâches, sous forme de procédures d'exécution et de temps alloué. Les trois, les tâches, les procédures et les temps, les trois, bien sûr, vont ensemble. Voilà, je ne reviens pas sur la conférence, je me contente de ça. Le Fordisme, je le présente là aussi en trois phrases, quatre phrases. Donc, qui dit Fordisme dit Ford, qui a marqué le Fordisme par sa personnalité. Les dates de Ford, 1863-1947, juste après la Deuxième Guerre. Et Ford, il commence à faire parler de lui en 1903, mais surtout en 1908, et encore plus, on va revenir sur tout ça, en 1913, 1903, 1908, 1913. 1908 c'est la Forte, 1913 c'est la chaîne, le convoyeur. Trois idées de Ford que je vous jette à la figure comme ça pour commencer. Donc, il reprend la division du travail vertical, conception, exécution de Taylor, du taylorisme. Et il ajoute, et il reprend aussi la division horizontale de parcellisation des tâches, ou de parcellarisation des tâches. Et il ajoute donc le convoyeur. Là est l'originalité de Ford. Il ajoute, autre originalité de Ford, la standardisation des pièces, standardisation très poussée des pièces. On pouvait se procurer des pièces très, très spéciales, très particulières, en faisant un coup de voiture dans une usine à je ne sais où, et on était sûr de trouver la pièce dont on avait besoin. Et puis, dernière chose, c'est la fameuse $5 day, mais je vais y revenir sur les circonstances dans lesquelles elle s'est faite, cette $5 day. Vous allez voir que ce n'est pas aussi positif que ce qu'on pourrait croire. C'est quelque chose qui est mi-figue, mi-raisin. Je ne vais pas vous faire une présentation vraiment complète du Fordisme, c'est pas possible, en une heure, c'est impossible, mais je vous propose 5 zooms. Un premier zoom sur
Le citoyen Ford et sa Ford T, c'est pour mettre dans l'ambiance. C'est déjà un premier apport d'information. Deuxième zoom sur le Fordisme, une plus profonde présentation du Fordisme. Troisièmement, le Fordisme vu par Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, dans les cahiers de prison, consacre un cahier qu'il intitule, écrit un cahier qu'il intitule Américanisme et Fordisme. Et puis, quatrièmement, je voudrais intervenir sur cette fameuse expression que j'ai souvent employée, le compromis fordiste. Je voudrais dire ce que j'entends par là et aussi ce que je n'entends pas par là. Et enfin, ayant parlé du Fordisme, eh bien, je pense que c'est pas mal non plus de parler du post-Fordisme, même si les postes, il y a une variété très importante de postes, post-Fordisme, post-marxisme, etc., etc. Mais enfin bon, appelons-le comme ça, le post-Fordisme, qu'on pourrait aussi appeler tout bêtement la révolution néolibérale, en fait, hein, à mon avis. Donc, Ford et la Ford T. Henry Ford et la Ford T. Ford commence sa carrière de capitaliste, de PDG, en 1903, dans une société qui s'appelle tout de suite la Ford Motor Company. Ford Motor Company. 1903. Et il se consacre d'abord avec un collègue, un partenaire, à la fabrication de voitures de course. Et ça marche bien. Et les profits sont au rendez-vous. Bien. Mais c'est pas ça qu'il veut faire. C'est pas cette trace-là qu'il veut laisser dans l'histoire. Ce qu'il veut, c'est ce qu'il va faire après, c'est la Ford T. Elle sort en 1908, seulement 5 ans après. Ford T, qui s'appelle, nous disons la Ford T. Et aux États-Unis aussi. Mais le nom de la voiture, c'est Tin Lizzy. T-I-N, plus loin, L-I-2-Z-I-E. Ça veut dire bonne à tout faire de fer blanc. Voilà. Et la voiture, elle est très bon marché, je vais donner les prix après. Très bon marché, très facile à conduire. Et après la Première Guerre mondiale, en 1918, c'est-à-dire 10 ans après sa sortie, la moitié des voitures qui roulent aux États-Unis sont des Ford T. Bon, donc c'est un truc de fou. C'est un succès qui est dû, donc on s'en doute, hein, vous vous en doutez, à la rationalisation, à la standardisation qui sont poussées, qui sont vus aussi, le succès qui est dû aussi, je l'ai dit, je pense qu'il faut y insister, à la standardisation des pièces, hein, ça c'est important. L'activité de l'ouvrier, elle est décomposée, bon, Taylor l'avait déjà fait, elle est décomposée en tâches élémentaires, Ford approfondit tout cela, il conçoit des machines-outils spécialisées pour chaque type de poste particulier. Bien. En 1968, dans un ouvrage qui s'intitule The Legend of Henry Ford, Keith Swartz, qui est cité par Braverman que j'ai amplement cité la semaine dernière, Keith Swartz décrit ainsi l'organisation du travail de montage. Chez Ford et dans tous les autres ateliers de Detroit, le processus d'assemblage d'une automobile était toujours centré sur le mécanicien mobile qui devait bouger pour faire son travail. Les monteurs de Ford étaient encore des hommes travaillant ensemble sur une même voiture.
Leur travail s'effectuait en grande partie sur un poste fixe, mais ils devaient cependant aller vers la tâche suivante à pied, et dès que la voiture à faire dans leur poste particulier avait parcouru tout le processus. D'un simple châssis et d'un produit fini. Bien sûr, les années avaient emporté quelques perfectionnements. En 1908, il n'était pas nécessaire pour le moteur de quitter son poste de travail pour aller chercher des outils ou des pièces. Les magasiniers avaient été prévus. Chez Ford, en 1908, le mécanicien lui-même n'était plus exactement l'homme qui était en 1903. Durant ces années, le travail de montage final avait été fractionné de plus en plus. À la place de l'homme à tout faire, qui faisait tout, il y avait maintenant plusieurs monteurs qui travaillaient sur une même voiture, côte à côte, chacun étant responsable d'un petit nombre d'opérations. Voilà, donc ça c'est l'état de la question en 1908. Donc il faut imaginer un truc de 4, 5, 6 mètres à peu près, hein, voilà, de long et de large, au sein duquel l'ouvrier évolue. Donc, état de la question en 1908, la productivité va faire un bond en 1913 avec ce que j'ai mentionné, c'est-à-dire l'introduction du convoyeur. Le bond, attention, il est important. En 3 semaines, 1 mois, la productivité, le temps de montage est divisé par 8. Il passe de 12 heures à 1h30. En 3 semaines, 1 mois. Et en 2-3 mois, jusqu'à la fin de l'année 1913, c'est encore un petit peu divisé. Divisé par 10. Divisé par 10. Par 8 et par 10. Cette fois, le métier est désintégré. Le monteur exécute maintenant une opération de détail toute la journée. Et les salaires sont fixés à un niveau uniforme pour tous. Opération de détail, salaire uniforme. La revue Iron Age, citée par Braverman, nous explique ça en juillet 1913. Avant l'introduction de la chaîne de montage, la compagnie avait l'habitude de distribuer des primes plus ou moins fortes pour encourager la productivité et l'initiative individuelle. Mais dès lors que les chaînes furent mises en place, Ford se débarrassa des salaires d'encouragement. Il revint au paiement du simple salaire à l'heure. Une fois la nouvelle politique des salaires appliquée, la grande masse des employés de chez Ford n'avait plus à espérer davantage de variations dans ses gains que dans les opérations qu'elle devait effectuer. La paye maximum restait bloquée et pour de bon, semblait-il, à 2,34 $ par jour, taux de salaire appliqué dans la région. Qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle les convoyeurs? Chaîne de montage. Chaîne de montage. C'est un tapis roulant. Un tapis roulant qui se déplace devant les ouvriers. Et donc le tapis roulant, je vais dire au hasard, on peut imaginer, je ne fais qu'imaginer, qu'il faisait, allez, on va dire 50 mètres, 100 mètres, j'en sais rien. Et tous les 3, 4 mètres, 5 mètres peut-être, je ne sais pas, il y avait un ouvrier, ou 10 mètres, il y avait peut-être un ouvrier avec son opération particulière. Les prix, alors, les prix sur les prix. Quand la Ford T sort, elle coûte 825 $, 1908. 825 $, c'est un peu plus d'1 an de salaire d'un enseignant américain de l'époque. 825. 1908. En 1911, 3 ans après, elle ne coûte plus que 690 $. Ça fait une belle baisse déjà, en seulement 3 ans.
encore 3 ans, en 1914, elle est tombée à 490 $. En 2016, 360. Et en 2027, Non, 1027. 1916. 1916. en 1916, T'as dit En deux- 2016, ça valait une fortune. Lup, 2027, on ne sait pas. Il va faire des collections. Hein. en 1916, 360. Ça m'étonnerait pas. Et en 1927, mais là, c'est la dernière année de production de la Ford T. Donc la 19e et dernière année, en 1927, 290 $. Ouais, 825, 290. Les ventes sont en proportion de cette baisse de prix. En 1914, 250 000 exemplaires vendus. En 1916, seulement 2 ans après, 472 000. 1920, seulement 4 ans après, 1 million. 1 million. Et sur les 19 années de production, 15 millions. 15 millions. Pardon, 15 millions, c'est le total des ventes pendant ces années-là ou c'est la dernière 15 année? millions en 19 ans. Ouais. Je précise, je ne vais pas donner de détails du tout, mais il faut le dire, Ford s'est aussi illustré dans l'industrie aéronautique. Donc il a conçu et fabriqué, selon ses méthodes, des avions, peut-être d'autres choses encore, mais là je ne suis pas rentré dans les détails, je ne suis pas allé voir. Des avions et qui ont eu un franc succès pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire écoulés à des exemplaires, un nombre d'exemplaires. J'ajoute encore quelques petites piques à l'égard de Henry Ford. Il a fait des affaires avec le régime nazi, Bien sûr, ça raconte. dont il avait reçu en 1938, il a reçu en 1938 la Grand Croix de l'Ordre de l'Aigle allemand. Et encore autre information, d'où sa mère, on va dire, le 26 juin 1940, il participe à un dîner de gala au Waldorf Astoria de New York, organisé en l'honneur de la victoire allemande sur la France. C'était un antisémite notoire. Pour plus de précision, vous avez dans la trace écrite un lien hypertexte sur Henry Ford. Donc je vous y renvoie. Je m'arrête là. Je m'arrête là et je passe à la définition du Fordisme. Bon, une définition, comment dire, rapide bien sûr. Donc l'innovation essentielle de Ford, répétons-le, au niveau du process de production, c'est la séparation claire, nette et sans bavure de la conception et de l'exécution, qui a pour conséquence évidente et immédiate de déqualifier les postes de travail, déqualification des postes de travail. Donc là, on est dans le taylorisme, hein. C'est du taylorisme, hein, tout simplement. Son apport réside dans l'introduction de la chaîne de convoyage, du convoyeur, qui avance devant les ouvriers à un rythme, à un pas de sénateur. Hein. Je ne sais pas, peut-être 1 km/h, 2 km/h, peut-être même moins que ça d'ailleurs. Hein. Tout ça, il faudrait y regarder. En principe, ça fonctionne en fonction des gestes qui sont à faire. Non, parce que, non, Et oui, parce que ça va plus vite si les gestes sont plus rapides et qu'il y en a moins. non, Si c'est un peu plus lent, non. La vitesse est unique. C'est l'inverse. Eh oui. La vitesse est unique puisque on est face à une chaîne de montage, à un convoyeur qui est unique. Pour
pour la pédagogie, je vais dire, il fait 100 mètres de long. Et le long de ces 100 mètres, il y a je ne sais combien d'ouvriers qui sont positionnés. Et la vitesse au début, au milieu et à la fin de la chaîne, elle est strictement la même pour tout le monde. Ce qui varie et qui doit être pensé, déterminé, c'est l'ampleur de la tâche que l'on doit confier à un ouvrier pour qu'il puisse l'exécuter dans l'intervalle de temps pendant lequel le châssis va être devant lui. Si l'ouvrier a un espace, je précise, je dis les choses sans savoir, au hasard, hein, s'il a un espace d'évolution de 10 mètres, ou de 5 mètres, ou de 10 mètres, peu importe, on s'en fiche, hein, s'il a un espace d'évolution de 5 ou de 10 mètres, eh bien, on conçoit la tâche de telle manière que, en se déplaçant dans cet intervalle de 5 mètres, eh bien, il a le temps d'effectuer la tâche qui lui est confiée. Voilà. Laquelle, c'est pas notre problème. On est dans les généralités. Donc, vitesse constante du convoyeur, mais c'est du convoyeur, mais une vitesse qui n'est pas du tout une grande vitesse, c'est une allure très très faible. Ce que je dis tout de suite, j'indique tout de suite que tout ça va générer pour la Ford Motor Company des profits absolument gigantesques. J'y reviendrai tout à l'heure. La fortune de la Ford Motor Company et de la famille Ford a atteint des sommets. Mais de tout cela, il en résultera aussi une crise des effectifs. Alors, Sward, Kate Sward, en parlant ces termes en 1968 dans son livre The Legend of Henry Ford, beaucoup d'ouvriers de Ford commencèrent à le quitter dès 1910. Avec l'avènement de la chaîne de montage, les effectifs s'effondrèrent littéralement. La société se retrouva dans une situation où il devait presque impossible de conserver et a fortiori d'accroître ses effectifs. Il était évident que le Ford Motor C en était arrivé à posséder une grande usine sans assez d'ouvriers pour la faire fonctionner. Ford admit plus tard que les innovations révolutionnaires qu'il développait au sein de son entreprise furent à l'origine de la plus grande crise ouvrière qu'il ait connue dans sa propre carrière. Il dut reconnaître que le taux de rotation de sa main-d'œuvre au cours de la seule année 1913 avait atteint 390% et que la répulsion des travailleurs pour le nouveau système de production était telle que vers la fin de 1913, si l'usine désirait accroître ses effectifs de 100 hommes, elle devait en embaucher 963. Plus de 9 fois plus. Alors Ford va répondre à cette crise du recrutement en instituant la très fameuse $5 Day. Dans un livre paru en 1986, The Text Left, de Michael Harrington, qui écrit « La crise à laquelle était confronté Ford fut amplifiée par la montée du syndicalisme à partir de 1913, avec notamment le développement du mouvement industriel Workers of the World, IWW, la réponse de Ford à cette double menace que constituait la désertion de ses employés et la montée de la pression syndicale fut l'annonce faite en grande pompe en 1914 de la journée à $5. Bien que la réaction à cette hausse fantastique des salaires lors de son instauration ne fut pas aussi unanime que Ford l'aurait voulu faire croire,
Cela porta la paye des usines Ford tellement au-dessus de la moyenne du taux en vigueur dans la région que les deux menaces qui pesaient sur lui furent écartées pour le moment, sur le moment. Cela permit à la société d'avoir le choix de sa main-d'œuvre et dans le même temps facilita l'introduction de nouveaux procédés intensifiant le travail dans l'usine, les ouvriers étant désormais soucieux de conserver leur travail. L'instauration des 5 $ par journée de 8 heures fut l'une des mesures les plus performantes que nous ayons adoptées en termes de réduction de son coût, écrivit Ford dans son autobiographie. Alors, les réactions dans les milieux patronaux. Dans les milieux patronaux, il y avait des gens qui disaient, peut-être s'arrêtant à des mots que Ford prononçait ou à des décisions qu'il prenait, les 5 $. Il y en avait qui disaient que Ford parlait comme un socialiste. On va voir plus tard ce qu'il en est. D'autres, au contraire, pensaient qu'il était des leurs et qu'il s'en tirait très bien avec ses méthodes. Je suppose que c'était ceux qui regardaient les profits, quoi. On peut deviner que dans sa communication, malgré tout, Ford essayait de se faire passer pour un ami des ouvriers, de la classe ouvrière. Et bon, s'il laissait prendre qui voulait, bien entendu, à ce petit jeu, mais la réalité était tout autre. La politique de Ford ne faisait que confirmer la justesse des vues de Taylor, et elle était dans sa continuité. Celui-ci disait en 1911, en effet, dans Principle of Scientific Management, que la gestion des forces de production doit prendre en compte un élément primordial, qui est que les travailleurs n'accepteront pas de se soumettre à une standardisation rigide, et ainsi d'accomplir une tâche plus pénible que s'ils sont rétribués en proposition. Et alors, l'ami de la classe ouvrière, voici ce qu'il fit quand il a introduit les 5 $ day. Eh bien, il a renvoyé à peu près 1 millier d'immigrés russes et grecs qui ne s'étaient pas présentés au travail, à leur poste de travail, un jour, à l'occasion d'une fête religieuse. Donc il a manipulé leur comportement. L'affaire n'était pas évidente, il a manipulé les choses. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y avait des traditions acquises au fil des ans dans les propres usines de Ford, des traditions établies. Donc Ford s'est emparé de ce truc-là et il a licencié 1000 personnes, immigrés russes et grecs. Et qu'est-ce qu'il fait aussi quand il instaure le 5 $ day? Il crée au sein de son entreprise le département sociologique. Alors, c'est pour gérer, dit-il, pour gérer les 5 $, la journée, les 5 $. Une question, pour quelle raison il a licencié 1500 personnes? On va le voir chaque fois que Ford soit augmente la productivité, soit augmente les salaires. Chaque fois, disons que dans sa colonne emploi, il y a des choses qui augmentent, eh bien il y a aussi des choses qui augmentent dans la colonne débit. C'est-à-dire que toute sa carrière, il va licencier, là, 1000 personnes, je vais te dire, c'est une paille, j'ose le dire, une paille. Parce qu'il y a moins de personnes qui font le même travail. Bien sûr. Bien sûr. Donc, 5 $ day, je licencie. Semaine de 5 jours, je licencie, etc.
C'est un gestionnaire implacable. Compétitivité augmente. Ouais, compétitivité. Mais là, 1000, c'est rien du tout. On va voir plus tard, ça peut aller jusqu'à 15 000, 20 000, 30 000 licenciements en quelques semaines. Hein. Pas en 3 ou 4 mois, hein, en quelques semaines. Alors, les $5 Day, il licencie les 1000 personnes, et alors il instaure le département sociologique pour gérer cette affaire. Parce que les $5 Day sont liés à un programme de partage du profit, formule de Ford, programme de partage du profit, dont le mécanisme est le suivant. Tous les employés étaient mis à un taux horaire de base de 34 cents, et certains autres touchaient 62,5 cents, 28,5 de plus. Donc, les uns à 34 et les autres à 62,5. Ceux-là, c'est ceux qui étaient rémunérés avec une participation intitulée partage du profit, participation au profit. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir cette participation? Donc il fallait, et c'est là où intervient le département sociologique, vous allez voir, il fallait être irréprochable sur les chaînes de montage. C'est bien le moins, c'est bien le moins. Commençons par le commencement. Mais aussi, et c'est là où les choses prennent, disons, une signification quand même complètement différente. Il fallait faire honneur à Ford dans la manière d'occuper son logement. Son logement. Avoir une bonne hygiène, de bonnes mœurs, bien élever ses enfants, dépenser ses revenus raisonnablement, ne travailler que pour Ford, ne pas permettre à sa femme de travailler hors du domicile conjugal, travail à domicile autorisé, mais pas en dehors du domicile conjugal. Et les agents du département sociologique, eh bien, ils étaient chargés, ils étaient quelques centaines au début, ils étaient chargés de visiter donc les logements des ouvriers, de vérifier tout ça. Contrôleur de l'ordre. La première et la deuxième année d'application des $5 Day, 30% des ouvriers ont eu droit au partage du profit. 30%. Bien sûr, le système ne s'est pas maintenu dans sa pureté originelle. Vous voyez le système tel que je viens de le présenter, il est astucieux. Oh oui, et puis alors, il est, comment dire, c'est comme les cathédrales gothiques, quoi, hein, c'est quelque chose de, un peu de fou, quand même, quelque part. Il ne s'est pas maintenu dans sa pureté originelle, car les concurrents de Ford, eh bien, eux, ont exercé une concurrence, une pression sur Ford, sur la Ford Motor Company, une pression à la concurrence. Donc, ils ont pris d'autres initiatives, aussi contestables les unes que les autres, mais qui ont troublé le jeu pour Ford. Et puis est arrivée la Première Guerre en 1918, en 1914. Et en 1920-21, encore autre chose, une dépression. Pas encore la crise, mais une dépression qui déstabilise la compagnie. Et quand même, on passe de 1 million à 500 000 voitures vendues. C'est pas une bagatelle. Il faut s'adapter dans une usine quand on passe de 1 million à 500 000. Donc, évidemment, licenciement massif, accélération des cadences, exploitation beaucoup plus rude, etc. Un cadre témoigne. On commandait, on faisait travailler dur en ce temps-là. Ford était l'un des pires endroits qu'on avait à commander des hommes.
En 1921, le département sociologique disparaît. Donc, vous voyez, il aura vécu 8 ans. 8 ans. Mais ses fonctions, le département, la structure disparaît, mais les fonctions du département sont intégrées dans le Service Department. Service Department. Alors, le plus étonnant dans tout ça, c'est que cette saga, ce feuilleton, ne dépeint pas un ami des ouvriers. Eh bien, le plus étonnant, c'est que l'image que Ford a laissée dans l'imaginaire, j'ose dire, des peuples, c'est l'image d'un ami des ouvriers. C'est une image positive. Et elle a été encore accrue, cette image, pendant les années 1920, qu'on a appelé la New Era, l'ère nouvelle, c'est-à-dire une décennie de développement économique, quantitatif et qualitatif, notamment la généralisation du travail à la chaîne, etc. Mais cette bonne image qu'il avait, c'était certainement de la part des gens qu'il a licenciés. Hein. On va y venir, c'est surtout le produit d'un travail des médias américains. Le travail des médias américains, on va y venir. Ça s'est pas fait comme ça. Mais vous avez beau employer, je ne sais pas trop, moi, 100 000 ou 150 000 personnes, à l'échelle des États-Unis, ce n'est pas grand-chose malgré tout, et ça laisse un vaste espace aux médias pour faire un travail de manipulation et de désinformation. À Détroit, bon, d'accord, Détroit c'est une chose, mais en Californie, c'est bien loin. La Floride est bien loin, etc. etc. Vous voyez ce que je veux dire. Hein, Détroit, c'est les Grands Lacs. Hein. Bon, après, vous avez tout un tas d'endroits où Ford, c'est un autre monde, une autre planète. Est-ce qu'on sait s'il a accumulé une fortune pendant ces années-là? Oui. On estime que la fortune accumulée par la famille Ford est la plus importante de tous les temps. De tous les temps. Avec la méthode qu'il a eue. Je ne sais pas comment la personne qui affirme ça a fait ses calculs, comment elle traite la fortune des pharaons, comment elle traite la fortune. Enfin, il y a des financiers, mais il faut que les grands financiers. Je ne sais pas, mais il y a, on va dire comme ça, il y a des personnes qui disent que la famille a accumulé la plus grande fortune de tous les temps. Donc c'est à prendre comme ça, hein, mais elle était fabuleuse. C'est probable quand même. Fabuleuse. Mais bon, Ford assumait tout ce qu'il faisait très tranquillement. Dans l'acquisition du travail, comme dans celle de toute autre matière première, il faut être sûr d'en avoir pour son argent, disait-il. Mais encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, suite à ta question, les médias, non. Les médias les plus réputés de l'époque, laissaient dans l'ombre tout un tas de choses, et au contraire, ils valorisaient les nouvelles méthodes de management, etc., modernes. Quand on a dit moderne, on a tout dit. Ils valorisaient le niveau des rémunérations, mais en simplifiant un tout petit peu les choses, en oubliant qu'il n'y avait qu'un certain pourcentage des ouvriers qui le touchaient, etc. Et puis en oubliant les dizaines de milliers de licenciements qu'il y avait à côté de ça, en même temps. Vesla Mitchell, un des économistes les plus réputés de l'époque, écrivait ainsi dans un rapport remis depuis 1929 aux autorités. Début 29, hein, juste avant la crise. Alors, ce qu'il dit, les hommes d'affaires
les plus capables sont conscients des bienfaits d'une économie où les rémunérations sont fortes, comme les syndicalistes les plus compétents, reconnaissant aujourd'hui les mérites de l'augmentation de la productivité. Cette gestion, entre guillemets, intelligente, a fait beaucoup pour stabiliser l'économie. En encourageant la consommation aussi bien que la production, nos industriels les plus clairvoyants devraient être capables de gommer les aspects les plus négatifs du cycle des affaires et ainsi permettre à la prospérité de s'installer pour longtemps. Voilà. Donc là, nous étions en 10 moins 6, ça fait 4 ans, en avril 1929, 6 mois après, le monde entier, eh bien, vous le savez, hein, il était précipité dans la grande dépression des années 30. Que fait Ford? Grande dépression. Que fait Ford? Ford, il va faire du Ford. Il avait déjà institué les $5 day. Eh bien, il monte d'un cran. Il institue, alors là, il appelle ça le salaire anti-crise à $7. Il le décide tout seul dans sa branche, construction automobile, et il gêne ses collègues, évidemment, qui n'avaient pas envie d'en faire autant, mais qui vont devoir le suivre. En tous les cas, à Détroit. Mais l'essentiel est à Détroit. Donc, $7. En faisant ça, il outrepassait la demande du président des États-Unis de l'époque, Herbert Hoover, qui lui ne faisait que demander de ne pas baisser les salaires. Il demandait aux industriels de ne pas baisser les salaires. Et lui, il fait 7, il passe de 5 à 7. Mais 25 à 30 000 licenciements dans la foulée, et en pleine grande dépression. Il passe de 5 à 7 et paf, entre 25 et 30 000 licenciés. Il rehausse une nouvelle fois considérablement les quotas de production. Donc je suppose que chaque ouvrier voit son critère augmenter. Hein. Chaque ouvrier de la chaîne voit ses critères augmenter. Et il externalise une nouveauté qu'il faut pointer. C'est une nouveauté pour Ford et pour l'économie américaine et qui va venir chez nous. Il externalise la production de nombreuses pièces de ses voitures. Ça, c'est une nouveauté qu'il faut retenir. Et qui croyez-vous qu'on employait dans les ateliers externalisés? Les ouvriers licenciés par Ford. Mais pas au même tarif. Pas au même tarif. Voilà. Donc là, on voit des techniques de management ou de gestion que nous connaissons encore. Que nous connaissons. En 1932, en mars 1932, des ouvriers de chez Ford organisent une marche de la faim, Ford Hunger March, et ils trouvèrent face à eux la milice de Ford et la police locale, milice et police locale confondues, qui les visent à bout portant, bilan 3 morts et 50 blessés. Pendant toutes les années 30, la colère va gronder chez Ford, dans les usines Ford, mais Ford ne va jamais céder un pouce de terrain. Jamais. Ford qui tenait par-dessus tout à ce qu'aucune forme de réglementation extérieure, c'est-à-dire étatique, extérieure étatique, ne vienne entraver le fonctionnement de sa compagnie, de son entreprise. Et qui fut très logiquement un adversaire farouche du New Deal. Il considérait
que le gouvernement devrait se préoccuper uniquement de gouverner. C'est une tâche déjà assez lourde en elle-même, et qu'il nous laisse faire nos affaires tranquillement. Surtout pas du social. Voilà. Alors, le mythe Ford va quand même finir par s'émousser aux États-Unis. C'est-à-dire que le principe de réalité va prévaloir. La fin. Hein. Les États-Unis vont sortir tardivement de la crise. Par contre, en Europe, nous, les niais de l'Europe, où les médias s'abreuvaient des ouvrages publiés par Ford, eh bien les médias, se fondant sur les ouvrages de Ford, nous ont servi un conte magique, un conte des 1001 nuits de l'aventure Ford. On fit du Fordisme en Europe un sujet théorique, un sujet de recherche. C'est aussi pour ça qu'il y a une partie que je consacre au compromis fordiste pour bien préciser les choses. Mais bon, à cette époque-là, vous le savez sans doute, la fascination pour tout ce qui venait des États-Unis, des States, était déjà bien installée. Heureusement, il y a un individu qui croupissait dans les geôles mussoliniennes, qui était beaucoup plus lucide, c'est Gramsci, qui lui proposait une analyse beaucoup plus pénétrante que celle des médias sur Ford. Et donc je passe à cette vision que Gramsci a, à cette lecture que Gramsci a du Fordisme. C'est dans le cahier numéro 22 des cahiers de prison, dans l'édition française, dans la traduction française, sous la houlette de Paris. Donc tout en étant en prison, il était quand même au courant de ce qui s'est passé aux États-Unis. Oui. Alors, Gramsci était au début, en tous les cas, hein, il sort de prison en 34, 37, le jour de sa mort. pratiquement le jour de sa mort, en 37. Il joue non, en 37, il sort le jour de sa mort. Voilà. Voilà. Il est arrêté en 26, il commence à écrire en 28 ou 29, des choses comme ça. Et pendant allez, on va dire 6, 7, 8 ans, il a des facultés intellectuelles vraiment top, normal. Alors, première chose. Deuxième chose, il est alimenté en lecture parce que sa sœur l'alimente, et aussi il a un petit budget. Il y a un personnage, un ami, qui lui a ouvert un crédit dans les librairies de la ville. Alors il y a plusieurs lieux de détention, mais dans les librairies des villes successives, les 2 villes successives où il va être détenu. Donc, qui lui ouvre un crédit dont je ne connais pas le montant, mais qui devait être très correct, puisque quand on voit on a une petite idée des ouvrages qu'il a pu acquérir, il y en a quand même un bon paquet. Donc, il avait un budget, donc il pouvait se tenir au courant. On sait, dans les cahiers, il n'y a qu'à lire les cahiers pour voir qu'il lisait une foultitude de journaux, de revues. Là, je dis tout ça devant Jean Roblin, qui est bien plus savant que moi là-dessus. Hein, mais bon, il lisait, ah oui, il commentait, il lisait, il commentait. Il commente dans les cahiers de prison, en long, en large et en travers, une foule de publications de l'époque, ou un petit peu avant ou de l'époque, etc. Et des livres. Les toutes premières choses qu'il fait, c'est qu'il traduit Marx, il traduit des tas de bouquins de Marx. Il traduit pour se faire sa base de réflexion. Et puis après,
c'est seulement quelque temps après qu'il se met à lire des publications, je vais dire italiennes, pour faire ça. Non, il bosse. Alors, Gramsci étudie en détail le taylorisme et le fordisme, globalement. Au-delà de la nouvelle organisation du travail, donc, qui était évidente, on l'a un petit peu vu quand même si je ne suis pas entré dans le détail, il insistait, au-delà de ça, il insistait sur l'émergence de nouvelles conditions de domination de certaines classes sur le monde moderne. À propos du fordisme, il écrit « Ici, aux États-Unis, la domination naît dans l'usine et nécessite très peu d'intermédiaires politiques et professionnels pour s'exercer. » Gramsci parle de l'Amérique comme d'une société rationaliste dans laquelle la structure domine plus directement les superstructures, ces dernières étant elles-mêmes rationalisées, simplifiées et en nombre réduit. Cette rationalisation à tous les étages crée, dit-il, le besoin d'une nouvelle race d'hommes qu'il aperçoit dans l'idéal taylorien du gorille apprivoisé. Et constatant la déqualification du travail, Gramsci écrit « En fait, ce qu'exprime Taylor avec un cynisme brutal, c'est le but ultime de la société américaine. Ouais. Développer jusqu'au plus haut point chez le travailleur des comportements automatiques et mécaniques. Briser ces vieilles attaches psychologiques avec les tâches nobles qui réclament de sa part une certaine dose d'intelligence, d'imagination et d'initiative, soit enfin réduite les activités de production à leur strict aspect mécanique et physique. » Ah oui, une machine. c'est ça. Là, ce qu'on voit dans cette citation, on aura l'occasion d'y revenir je sais pas, vers avril ou mai 2024, lors de 3 conférences sur le fétichisme. Ce qu'on voit, c'est un projet de manipulation des individus, des sujets. Alors Gramsci insiste, c'est ce système productif rationalisé que visait Ford en s'occupant des habitudes sexuelles de ses ouvriers, je l'évoquais tout à l'heure, ou de leur consommation d'alcool. Bien sûr, il enveloppait tout cela dans un discours moralisateur, celui qu'il avait en stock, que Ford avait en stock dans la société américaine de l'époque, c'est-à-dire la morale puritaine. Il enveloppait ça là-dedans. Mais ce serait une erreur, dit Gramsci, de mettre en avant le puritanisme et de ne pas voir l'essentiel. À savoir, dit Gramsci, le plus grand effort collectif réalisé jusqu'à présent pour créer, avec une rapidité inouïe et une conscience du but à atteindre jamais vu dans l'histoire, un type de travailleur et d'un homme nouveau. Domenico Losurdo, qui est décédé, je vous l'indique, il y a 3-4 ans, faisait remarquer que dans américanisme et fordisme, Gramsci pense tout autant à l'URSS, et peut-être même plus à l'URSS qu'aux États-Unis, dit Domenico Losurdo. Et il rejoint en cela les préoccupations de Lénine, d'ailleurs. Dès avril 1918, ce dernier avertit, comparé aux nations avancées, le russe, c'est Lénine, comparé donc aux nations avancées, le russe travaille mal. Apprendre à travailler, voilà la tâche que le pouvoir des soviets doit poser au peuple dans toute sa splendeur. Ce que je trouve intéressant, cet aspect de voir le travail, je pense que ça existait toujours actuellement dans pas mal d'Américains. J'ai eu l'occasion de connaître les Américains
Et les témoignages que j'ai eus, c'est, écoute, mon fils a créé cette affaire-là, ça l'occupe beaucoup. Il a bien gagné des sous, il a créé une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'à épuisement. Et je sens que c'est un peu les racines sont là-dedans, et ça persiste. C'est-à-dire consacrer tout son boulot, toute sa vie au travail, pas trop la famille, pas trop la culture, pas trop le plaisir de la vie qu'on pourrait avoir. Vraiment, je sens que c'est encore en eux dans beaucoup d'Américains. C'est l'impression que j'ai quand j'entends certains témoignages. Oui, je suis comme un ancrage. Il y a pas, oui, il faut que la famille, c'est le point d'ancrage du travailleur. Oui, oui. Ça permet la reproduction, il faut voir. La chaîne, elle n'est pas obligée de s'arrêter. Donc l'envers de la chaîne, c'est aussi le travail posté. Donc les 3 bits, etc. Donc il faut que les gars ils tiennent le rythme. Bon, et ça n'est possible que s'ils sont ancrés dans la vie familiale. Et ça, Gramsci d'ailleurs le voit très bien. Bon. Donc la famille, c'est un point d'ancrage. Là-dessus, c'est un peu différent, si vous voulez, de ce qui se passe aujourd'hui chez des cadres à qui on dit vous êtes 24 heures sur 24 mobilisables, parce que là, au contraire, on les détacherait, à la limite, y compris de la famille. Tandis que je pense que Ford voulait quand même il fallait quelque chose. D'où aussi la femme à la maison. Bon, c'était pas du tout de sa part. Ils s'en foutaient, on va dire. Ce qu'ils voulaient, c'était que le mec soit productif au final. Il y a le fait que ça passe. Il a écrit, Ford. Il a écrit 2 livres. Hein. Oui, absolument. Qui ont été traduits en français. Oui. Bon, et où on voit d'ailleurs tous les côtés antisyndicaux, etc. C'est la question que je me suis posée aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu des tentatives de créer un syndicat parmi des ouvriers qui ont presque comme le citron? Question, c'est rien. Voilà, je voulais y venir parce que il y a, premièrement, le fait qu'il n'y ait pas un deuxième salaire, ça rend plus dépendant l'ouvrier de l'employeur. Parce qu'il n'a pas le choix. Moi, je sais que quand ça fermé chez l'année, ne te fais pas de soucis, moi j'ai assez d'argent pour nourrir tous les deux. Bien sûr. Beaucoup d'ouvriers dans ce cas-là n'étaient pas contents. Il y en a même qui m'ont dit heureusement que c'est arrivé à Bébert en premier, parce que là, tu pas de salaire. Et comme parce que toi, tu peux t'en occuper. Bien sûr. Voilà. J'ai une chose à ajouter à ça, que les hommes à cette époque, mes parents par exemple, c'était une honte si ta femme travaille. Parce que ça veut dire que ton mari ne gagnait pas assez, tu tiens bien la famille. Non, non, il ne veut pas. Je sais que mon père, non. C'était une honte si une femme travaillait. C'est pas qu'elle n'était pas capable. Non. Il y a aussi le fait que... Ça rejoint ce que tu dis. Bah oui, c'est un extraordinaire modèle de conformisme qui donnait un mode de vie de petit bourgeois comme modèle des ouvriers. Voilà. Derrière la façade, il y a une certaine épaisseur d'hypocrisie. Bien sûr. Sociale, morale et tout le reste. Bien sûr. Donc, ça c'est très épais comme couche. Voilà. Bien sûr. Et on le voit bien parce que par exemple en Italie, il y a une même cas. On peut dire que Turin, Francie avec un tas. C'est aussi la capitale de la voiture en Italie, c'est pas n'importe quoi. Peut-être sur le syndicat, parce que sur la question du syndicat, je pense que ça a été très long. Mais il ne faut pas oublier que un des motifs de l'abandon du Fordisme au Japon, en Europe et aux États-Unis, c'est qu'ensuite les syndicats avaient mis la main sur la montée des qualifications, c'est-à-dire sur la promotion des ouvriers. Et donc, il fallait négocier avec eux les promotions ouvrières. Et par exemple, le toyotisme, ça a cassé d'un coup le pouvoir syndical, parce que, par exemple, ça a réduit les qualifications au Japon d'un coup, de 140 qu'il y avait dans le Fordisme, à une seule. Donc, il n'y avait plus... Les syndicats avaient plus le casse-croûte. Et pourtant, aux États-Unis, les syndicats de l'automobile, c'est toujours été des syndicats puissants et très peu martialisés. Ils ont été puissants pendant une période. Attention. À partir des camps. Et ils le sont aujourd'hui. Vous avez vu le mouvement qu'il y a aux États-Unis des travailleurs de l'automobile. Alors, c'est la reprise. C'est la reprise. C'est la reprise, parce qu'il y a eu
sur le mouvement syndical aux États-Unis. Donc, je vous recommande la lecture de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable. Il décrit le face-à-face, je résume, entre le capital et le travail, je résume beaucoup, entre le capital et le travail, après la Deuxième Guerre mondiale, où dans les usines, dans les entreprises, on va dire, c'est la pagaille. C'est-à-dire que les ouvriers ont pris le pouvoir, ils sont en capacité de perturber la production, d'imposer des cadences, etc., etc. Ils ont pris un certain nombre de pouvoirs, par-ci, par-là. Et la réaction du patronat ne va pas tarder, et elle va être théorisée par un certain nombre de personnes. C'est là où Grégoire Chamaillou est passionnant. Il explique les doctrines qui ont été avancées et puis qui ont été concaténées pour faire un ensemble idéologique. Et dans les années 70, c'était plié, il n'y avait plus de syndicats. Ouais. Quand Reagan va arriver, il met le coup de grâce avec la grève des contrôleurs aériens. Les contrôleurs aériens font grève. Donc Reagan, il doit arriver en 79 ou en 80. Je crois que c'est en 81. Un truc comme ça. Les contrôleurs aériens font grève. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Un cowboy un peu, pas besoin d'avion. Oui, il les vire tous. Il les vire tous. Ah bon? Il les vire tous. Ouais. Ah oui? Tous. Oui, mais... Et ben, après, je ne connais pas le détail. Il réembauche, je suppose, à sa main. Pas lui, mais les opérateurs. Et l'utilisation militaire. Et voilà. Donc il les vire tous. Et ça, c'est le coup de grâce dans un contexte où le mouvement syndical est déjà en perdition. Attention. Les mineurs en Angleterre avec Thatcher, c'est presque les mêmes années à 2-3 ans près. Et c'est pareil. Donc, le mouvement syndical américain, il est en train de sortir de sa période de basse eau. En train de sortir. Mais c'est une période de basse eau qui dure depuis 40 ans. Même un peu plus, peut-être un peu plus. En France. Voilà. Alors, Lénine, que Hugues citait, il citait son nom, Lénine considérait le système Taylor comme une conquête scientifique à implanter en URSS. Lénine considérait les choses comme ça. Bon, pour le débat autour de cette question, je vous renvoie aux références bibliographiques que vous allez trouver dans la trace écrite. Alors donc, le département sociologique, avec cette volonté de peser sur les conditions dans lesquelles les ouvriers devaient reproduire leur force de travail, Ford, avec le département sociologique, Ford posait un acte d'une grande signification sociale et historique. Il montrait par là, dit Gramsci, que les industriels tentent de préserver l'efficacité musculaire et nerveuse des travailleurs. Il est de leur intérêt de disposer d'une main-d'œuvre stable et expérimentée, d'un patrimoine en adéquation continuelle avec leurs besoins, car le capital humain d'une entreprise, la collectivité des travailleurs, est aussi une machine qui ne peut, au risque de pertes importantes, être trop souvent inutilisable et reconstituée avec des pièces de rechange neuves. Des pièces de rechange neuves. Ça fait penser à la réification que dont parlait Marx, les sujets, les objets, l'objet. Donc c'est cette préoccupation que Gramsci décelait derrière les prétendus salaires élevés, ce que Gramsci appelle les prétendus salaires élevés, $5 days, etc., du Fordisme.
Il n'y voyait d'abord qu'un système de rémunération transitoire, valable et viable un moment, seulement un certain temps, le temps que l'entreprise empoche les profits extra, donc profit extra, formule marxienne, le profit extra, et tant qu'elle empoche le profit extra, c'est-à-dire où elle détient une formule productive unique qui lui procure des profits uniques, eh bien, elle peut servir des salaires un peu plus forts, un peu plus élevés, les fameux $5. Mais après, quand le profit extra n'existe plus, eh bien, les $5 on n'en parle plus. C'est bien ce qui s'est passé. Gramsci parle avant que les choses ne se fassent. Et l'avenir lui a donné raison. Les $5 ont fini par disparaître. Les salaires élevés ont fini par disparaître. Aux États-Unis avec Ford. Mais nous, les Européens, nous les avons mis en œuvre plus tard à la fin de la guerre, au sortir de la guerre. En outre, Gramsci relève une chose à propos de ces salaires élevés. Il ne profite nécessairement qu'à une sorte d'aristocratie ouvrière et ne sont pas accordés à l'ensemble des travailleurs américains. Et surtout, Gramsci pointe la rotation importante du personnel sur les emplois. Et il en déduit que le mode de production chez Ford engendre des discriminations, une sélection parmi les ouvriers qui n'existe pas encore dans les autres entreprises, un nouveau genre de sélection avec des tâches de même intensité, mais qui, de par leur nature, sont plus exténuantes et lassantes que nulle part ailleurs. Des conditions que, dans le cadre de nos sociétés, les salaires ne permettent pas de récompenser, ni même de compenser. Gramsci, notons-le, insiste sur le caractère dégradant et déshumanisant des conditions de travail, sans mentionner les hauts salaires ou la haute consommation. Il est bien plus préoccupé, dit John Benjamin Foster, parce que le Fordisme coûte à l'ouvrier que par ce qu'il lui rapporte. Voilà. Le plus étonnant, dit Bellamy Foster, en 1988, pour conclure son commentaire des cahiers de prison, c'est que les débats autour du Fordisme négligent les analyses de Gramsci. On n'en voit pas souvent des analyses de Gramsci en ce qui concerne Ford, mais que par contre, comme tu le disais, on nous sert en permanence la propagande de Ford et de Krauser. Alors Krauser, qui est-ce? C'est le nègre de Ford. C'est celui qui écrit ses livres. Les 2 livres dont tu parles, c'est lui qui les écrit. Beaucoup de gens parlent du Fordisme à partir des écrits, des livres de Ford, sans mentionner qu'ils ont été écrits par Krauser, qui était sa plume attitrée. Mais ils n'ont pas lu non plus, de toute façon, ils n'ont pas lu non plus Gramsci. Alors, j'en viens maintenant à mon explication sur le compromis fordiste. Le compromis fordiste, une acception de cette formule a été imposée dans les années 50, 60, 70 par l'école de la régulation. L'école de la régulation qui parle, donc c'est Boyer, l'école de la régulation c'est Boyer, qui parle du compromis fordiste en disant c'est un réglage macroéconomique qui consiste à redistribuer une partie des profits sous forme de salaire plutôt que de s'attribuer l'intégralité des profits pour les dividendes, pour les dominants. Avec l'hypothèse que cette redistribution sous forme de salaire, en tout état de cause,
elle va revenir aux entreprises d'une manière ou d'une autre, puisqu'elle va générer de la consommation. Et en générant de la consommation, elle va générer des profits. Voilà. Donc, il ne faut pas croire non plus que le compromis fordiste, ce soit un truc de bisounours. Non, c'est juste une option stratégique macroéconomique qui laisse une place au circuit de la consommation pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Non, pardon, pour les raisons que je vais dire tout à l'heure sur le contexte de l'après-guerre, c'est-à-dire où les États, où les nations développées, où l'Occident est sous pression par l'URSS. Dans cette période-là, et moi j'ai connaissance de ça directement, par exemple l'industrie pharmaceutique et les banques distribuaient un 13e mois début décembre, un 14e mois au mois de mars et un 15e mois pour aller passer les grandes vacances au mois de juin. Ça existait dans les banques françaises et dans l'industrie pharmaceutique en Suisse où j'ai travaillé. Mais seulement, ça ne revient pas forcément à l'entreprise même, c'est le pouvoir d'achat. Ça va être dépensé, oui, mais globalement, pas forcément. C'est global. Voilà. C'est global. Mais ça existait dans pas mal d'entreprises à cette période-là, justement. Ça s'appelait la gratification en Suisse. Ça veut dire une participation au fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Bon, ça, je suppose que vous êtes sans doute plusieurs dans la salle à avoir des exemples personnels. Toi, peut-être qu'au Crédit Agricole, tu as pu avoir ça. Oui, oui. Seulement, le prix à payer en ce qui concerne la Suisse, c'est qu'on travaillait 48 heures par semaine et on avait 15 jours de vacances par an. Ouais, bien sûr. Et c'était de dépenser les sous. Ah bah oui. J'ai fait ça pendant 7 ans, après j'ai trouvé ça bien là. Autre chose, on Il avait fallait ça. avoir le temps de dépenser le fric. On avait une prime de vacances moitié en juillet, l'autre moitié en octobre. En fait, quand on se dit, ça servait à payer les tiers provisionnels. Bien sûr. Et en plus, on avait un 13e mois en décembre, qui nous servait à payer les impôts fonciers. Bien sûr. Bon, mais en plus, si vous voulez, moi je dis que les patrons sont toujours battus contre ça, donc il y avait bien l'idée que ce n'était pas un salaire, c'est que chaque prime, elle devait être intégrée dans le salaire et augmenter le salaire mensuel avec tout ce qui va avec. Mais bien sûr. Parce que quand même, on cotisait dessus, ça Bien cotisait sûr, pour la bien sûr. retraite des producteurs. Mais malgré tout, c'était que ça laissait au patron la volonté de pouvoir agir sur ça. Effectivement, dans les banques, par exemple, quand il y a eu la réforme de 84, la première chose qui sautait, c'est ces primes. Alors, il y avait une prime, excuse-moi, vas-y, vas-y. il y avait une prime qui s'appelle la prime sur le cash flow. Ah oui, première fois que j'entends ça. Oui, oui, sur le cash flow. Le cash flow, c'est le trésor de guerre de l'entreprise après l'exercice. Le bénéfice, c'est ça. Le bénéfice, ouais. Et donc, ça se donnait en fonction des évaluations. Oui. Voilà. Bon, la définition que j'ai rapidement donnée du compromis fordiste, que j'ai présenté comme étant celle de l'école de la régulation, donc moi, je la récuse. Hein, je la récuse. En plus, on trouve des livres de l'école de la régulation où ça nous est aussi présenté comme un compromis capital-travail, carrément. Donc là, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Donc ce n'est pas dans ce sens-là que moi, je parle depuis 2 ans de compromis fordiste. Ce n'est pas dans ce sens-là du tout. Je vais vous dire dans quel sens j'en parle. Il faut partir, à mon sens, pour comprendre quelque chose à tout cela, il faut partir du contexte international d'après-guerre. On pourrait remonter à l'entre-deux-guerres, mais bon, après-guerre, ça suffira quand même à notre bonheur. Au sortir de la guerre, et un peu dans tous les pays développés, les mouvements sociaux sont importants, les partis ouvriers sont forts, électoralement aussi, leur nombre, leurs effectifs sont élevés. Ça, c'est pour les pays occidentaux.
côté de l'URSS, on a un Staline qui était déjà crédité tout au long des années 1930 de victoires économiques importantes. Toutes les années 1930 en URSS sont marquées, à la différence de ce qui va se produire, de ce qui se produit dans les pays occidentaux. Elles sont marquées par des progrès économiques ou des victoires économiques, disait Staline. Bon, je laisse de côté une bagatelle qui est les crimes staliniens, etc. Hein. Je n'en parle pas, mais nous y pensons tous, bien entendu. Et quelques familles aussi, parce qu'en 1933, il y a eu des familles en Ukraine. Donc, je n'en parle pas, mais il faut savoir que les pays occidentaux et les essayistes, les politiques, les économistes ont été impressionnés par la décennie 1930 sur le plan économique en URSS. Et que c'est dans ce contexte-là, j'y reviendrai plus tard, dans ce contexte-là que l'Occident se motive pour refonder le néolibéralisme. C'est dans ce contexte-là. Et c'est une des motivations du compromis fordiste dans la définition que je m'apprête à vous en donner. Donc, dans les pays occidentaux, il y a le mouvement ouvrier, les partis ouvriers, les syndicats, etc. Du côté de l'URSS, il y a la décennie 1930, il y a les victoires de la guerre qui sont mises au crédit de Staline, les démocraties populaires qui viennent s'ajouter, le socialisme, le système socialiste étendu, disait-on à l'époque. Bon, cela fait un contexte. Et quand on est... Nous en parlons en 2023, nous connaissons la fin de l'histoire. Mais en 1945, 46, 47, personne ne sait où cela nous mène, tout ça. Personne. Personne. Nous le savons, mais personne ne le sait dans les années 40. Et donc, l'Occident décide, je vais donner des précisions après, l'Occident décide d'être prudent, de ne pas énerver les masses populaires dans les pays occidentaux, et il se dit il faut que l'Occident présente un visage acceptable. Il faut que nous évitions de jeter les peuples des pays occidentaux dans les bras de Staline. Attention, pas de bêtises. C'est ainsi que l'Occident résonne dans les années 40. Dès 1941, ce raisonnement s'installe. Je vais y venir, je vais citer des événements. Et le compromis fordiste, c'est ça. C'est le fait de dire, sur le plan économique, le rapport des forces mondiales étant ce qu'il est, et dans l'ignorance où nous sommes de l'évolution à venir, dans l'ignorance totale où nous sommes, eh bien, soyons prudents, garantissons l'avenir, et c'est ça le compromis fordiste pour moi. C'est le fait que l'Occident fait la part du feu. Il faut continuer l'accumulation capitaliste, mais dans des conditions qui ne créent pas, par exemple, des situations ingérables, ou des nations, ou dans telle ou telle nation, il y aurait des peuples qui demanderaient, comme ça, un changement de régime. Voilà. Comment est-ce qu'on le gérerait au plan mondial? Comment est-ce qu'on le gérerait? Bien malin qui peut le dire.
Mais attends, il y a quand même la Chine. Non, non. Mais il y a eu aussi également Non, Nicole. le Vietnam et tout ça, les guerres coloniales. Oui, d'accord, mais dans les années 1940. Eh bien, 40, ça Non, mais compte. la Chine n'est pas... Ah non. Non, Chine, pas du tout. Mais les années 40, elles vont de 40 à 49. Hein. Non. Dans les années 1940, et encore pendant longtemps, la Chine ne va pas du tout être un facteur de détermination d'une option géopolitique. Non, pas du tout. D'une option stratégique. En rien. En rien. Je ne sais pas, à partir de quand on peut dire ça 1990, 2000 peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être. À partir du moment où elle adhère à l'OMC, à vrai dire. Mais encore, non, je crois que c'est juste maintenant. C'est juste maintenant. Donc, non, 1900, année 1940, nous en sommes là. Donc c'est ça le compromis fordiste, c'est le fait pour l'Occident de faire la part du feu, de préserver l'avenir, de ne pas créer des problèmes bêtement, entre guillemets, hein, parce que là nous parlons d'options stratégiques mondiales, géopolitiques. Donc on est dans des grandes décisions. Donc, pour appuyer ça, je vous donne quelques événements. Une liste d'événements. Vous allez voir la liste. Août 41, Roosevelt et Churchill signent la charte de l'Atlantique. Là, l'objectif, c'est de détruire la tyrannie nazie. Bien. Janvier 42, déclaration des Nations Unies à Washington. 26 pays la signent. Priorité stratégique affirmée à la libération de l'Europe et donc de l'Allemagne. Fin octobre 43, conférence des ministres des Affaires étrangères soviétiques, britanniques et américains à Moscou. Première base de l'ONU, elle n'est pas encore créée. Première base de l'ONU, première base du tribunal pour les crimes de guerre. Et prédécision de l'annulation de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938. On est dans des perspectives. Fin novembre 1943, Staline rencontre pour la première fois Roosevelt et Churchill dans la capitale iranienne. Un débarquement à l'ouest est décidé, création de l'ONU décidée, elle n'est pas encore faite mais elle est décidée. Frontière de l'Allemagne à la fin de la guerre, décidée aussi en 1943. 10 mai 1944, déclaration de Philadelphie, c'est important, concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du travail. Là, on est dans une décision qui a un contenu de compromis fordiste important. Important. Pour autant, l'OIT n'est pas encore créée, mais ils parlent de l'OIT entre eux. Juillet 1944, bon, en juin 1944, vous savez ce qui se passe, c'est le débarquement. En juillet 1944, c'est les accords de Bretton Woods. Je n'épilogue pas. Août-octobre 1944, quelques mois plus tard, conférence de Dumbarton-Oaks, c'est aux États-Unis. Là, un accord plus avancé encore sur l'ONU, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le secrétariat général, etc. Tout ça est déjà défini. N'est pas encore créé, mais est défini. Octobre 1944, rencontre Staline-Churchill sur ce qui va se passer en Europe, les Balkans, l'influence britannique, etc., etc. Tout un tas de frontières sont décidées en octobre 1944. Février 1945, accord de Yalta en URSS. Je ne précise pas plus. Juin 1945, signature de la charte de San Francisco, qui là, pour le coup, fonde l'ONU. Vous voyez, on en parle déjà depuis un petit moment. Juillet 1945, conférence de Potsdam en Allemagne, sur tout un tas de frontières, les 4 zones en Allemagne, et la dénazification aussi en Allemagne.
En 1946, c'est la conférence de paix de Paris, en octobre. Et toujours en octobre, c'est le procès de Nuremberg qui commence. En mars 1947, un discours de Truman devant le Congrès qui est fondateur de l'esprit justement de compromis fordiste. Et en 1948, cerise sur le gâteau, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc vous voyez que vous avez de 1941 à 1948, sur une longue période de 7 ans, incluant une grande partie de la guerre, les 3/4 de la guerre, et notamment au début où c'est indécis quand même, hein. Stalingrad n'est pas encore intervenu, et vous avez une collection de rencontres, de réunions diverses et variées qui mettent en place l'après-guerre. Voilà, donc le compromis fordiste, c'est créer les conditions d'une reconstruction rapide, d'un redémarrage rapide de l'économie et surtout de la production, mais aussi, et là est la nouveauté, de la consommation. Le keynésianisme est passé par là. Le keynésianisme, pour une part, bon, il y a des traités, il y a déjà le traité de Keynes, puis il y a tout un tas de commentaires, mais pour une part, le keynésianisme, c'est de dire il faut mettre en phase la sphère de la production et la sphère de la consommation, et là, il revient une part de responsabilité non négligeable à l'État. Mais dans tout ça, est-ce que l'on a prévu un peu plus de droits pour l'ouvrier, un plus de respect pour sa vie et tout ça? Est-ce que c'est inclus? Ça fait beaucoup de changements, mais est-ce que ça change quelque chose concrètement par rapport avant et après? Ben oui, ben bien sûr. Alors, pour ce qui est de la France, il va y avoir le programme des jours heureux du CNR, le Conseil national de la résistance, qui publie le programme des jours heureux, les jours heureux. L'application de ce programme va commencer dès après la guerre, dès la sortie de la guerre, dans un gouvernement dans lequel il va y avoir des communistes en particulier, et il y aura la sécurité sociale, Ambroise Croizat, la sécurité sociale, il y aura l'EDF, il y aura les houillères du bassin de Lorraine, Renault, SNCF, etc. Et il y aura les... J'en ai parlé la semaine dernière. La SNCF, elle a nationalisé avant. Elle est les radicaux en 1937. En 1937, c'est le Front populaire. C'est le Front avant populaire. La guerre. Mais pour en revenir à l'historique, c'est que le système capitaliste était très inquiet de ce qui s'est passé. C'est que quand l'URSS est rentré dans le conflit, il y a le mouvement ouvrier en Europe qui pensait au socialisme russe. Oui. Et il y a eu, bon, chez nous, en 1936, le Front populaire. Il y a eu, en plus, ils se sont aperçus aussi qu'en France, en Italie et tout, les résistants, c'était des communistes ou des gens de gauche engagés, mais des mouvements ouvriers. Donc tout cela, les États-Unis sont inquiétés parce que c'est là qu'il y a eu, comme on appelait le député ou le sénateur américain qui a mené une campagne contre Truman. Non. Ah non, McCarthy. McCarthy. Et on voit ça. Et aussi, comment je veux dire, cette période où les Américains, soi-disant, pour aider l'Europe, etc. C'est le plan Marshall. Le plan Marshall. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, c'est entre parenthèses, il y a, vous savez, il y a eu la tempête Alex, il y a des barrages hydroélectriques qui ont été démolis pendant la guerre. Et donc, c'est les Américains qui ont financé pour remettre ça, mais en pensant que c'est l'Italie qui garderait cette production hydroélectrique. Mais c'était pour garder une influence politique. Et puis là, bon... ça ne s'est pas fait comme ça. Ça s'est pas fait comme ça, parce qu'on a récupéré une partie, la brigue, Tende... Voilà. Mais il y a eu
parce qu'il faut mettre tout ça, la période de McCarthy et tout, c'est qu'ils ont eu peur que l'Europe devienne soviétique. Oui, C'est ça. Tout à fait. Ah, oui. Mais moi, je crois même que c'est pour ça qu'ils ont débarqué, d'ailleurs. Parce qu'ils ont pris le temps pour débarquer. Mais nous, on les passés, ils nous ont envoyé des armes. Mon père est allé les ramasser au risque de sa peau parce qu'il était avec les FFI. Ils ont pris du temps pour débarquer, autant que je sache, c'est parce que... Attends. Alors là, ils sont allés récupérer les armes. Vous savez ce que c'était, les armes? Des pelles pliantes. Alors, mon père a dit peut-être que c'est pour nous creuser la tombe. Et quand ils sont venus en 44, donc avant qu'il y ait les 45, non, au moins 14 août 44, ils étaient à Digne, ils ont dit, bon, maintenant, avant de dire bonjour, ils ont dit, les armes qu'on a envoyées, récupérez-les. Mon père a dit chiche, il est allé avec sa voiture et son gazomètre, là, il les a portés, c'est les armes que vous nous avez envoyées. C'était peut-être pour creuser la tombe, on voulait rendre pour le même usage. Alors je pense que si les Occidentaux ont tardé à intervenir, à débarquer... Les Américains. Les Américains, s'ils ont tardé à débarquer en Europe, c'est pour gêner Staline. C'est pour faire en sorte que Hitler puisse maintenir une forte concentration de troupes à l'Est. C'est le compliance que je vais te dire, parce que quand ils ont vu que les armées de Moscou, avec les ordres de Staline, qui étaient énormément redoutables, avançaient trop vite, ils ont dit, mais si on ne débarque pas maintenant, quand on arrivera à Berlin, eux, ils seront dans les villes. Puis il y a eu Pearl Harbor aussi, parce qu'ils commençaient à être attaqués, les Américains. Bien sûr. Avec le Japon et tout ça. Vous savez comment? Ouais, non, je préfère pas m'engager là-dedans. Donc, Enfin, moi je suis intervenu, c'est pour montrer l'influence par rapport au Fordisme en Occident, l'Europe occidentale. En Europe occidentale. Donc après le Fordisme, il y a eu le post-Fordisme. On aurait pu croire, dans les années 70, 80 même, peut-être nous tous, dans les années 70-80, on aurait pu croire, peut-être que nous croyions à l'époque que les choses étaient devenues formidables, que tout allait aller vers un avenir rose. Les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses. Eh bien non. Le Fordisme n'a eu qu'un temps. Dans les années 1970-1980, il se désintègre, il se désagrège. Enfin, on le désintègre, on le désagrège. Je vais me contenter de dire ça. À la fin des années 1960 aux États-Unis, le taux de profit est déjà en baisse. Au début des années 1970, en Europe, il commence aussi à être en baisse. Donc en 1974, l'INSEE publie un dossier mémorable intitulé « Fresque historique du système productif » dans les collections de l'INSEE, et où l'INSEE démontre que l'évolution du taux de profit, elle est partie à la baisse de manière structurelle. Il y a une profitabilité du capital qui est orientée à la baisse d'une manière durable. Donc ça, c'est la fresque historique du système productif. Pour votre information, elle est disponible encore sur le site de l'INSEE au format PDF. C'est un ouvrage très technique, mais extrêmement passionnant. Voilà, donc dans la foulée de ça, je ne vais pas y insister parce que le temps a passé, mais va arriver Thatcher, puis Reagan, ou Reagan d'abord et Thatcher ensuite, je ne sais plus exactement, et va se mettre en place progressivement le néolibéralisme, donc la déconstruction du Fordisme,
on va voir arriver une autre forme d'organisation du travail dans les entreprises qui va s'appeler le toyotisme. Le toyotisme, qui est encore une autre forme d'organisation. Elle a marqué les esprits par une formule particulière que vous avez sûrement en mémoire, ce sont les cercles de qualité. Les cercles de qualité, il y a eu un engouement particulier pour les cercles de qualité dans les années 80 en particulier. Les Allemands, la France. Moi je me souviens à l'époque, j'étais confronté à ça, dans le métier que je faisais à l'époque, j'étais confronté à ça. Bon, voilà, ça a duré un certain temps, et puis ça s'était filoché, parce que le toyotisme lui-même s'était filoché, on est passé encore à autre chose. Bon, mais cette autre chose, je ne l'évoque pas aujourd'hui, on va en parler en janvier, février et mars. Il y a un module sur le travail, c'est là qu'on en parlera. Voilà. Et puis après, il y a eu les crises qui se sont accumulées, les bulles immobilières, financières, la bulle Internet aussi. Bulle Internet d'abord, immobilière ensuite, de mémoire, etc. Tout un tas de bulles aux États-Unis. Le développement absolument fantastique du capital fictif. Alors, le capital fictif, c'est le cas type, c'est les GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc, ils sont tous, alors, ils ressortissent tous plus ou moins du capital fictif, mais certains plus que d'autres. Facebook est typiquement capital fictif, par exemple. Pourquoi? Parce que il ne fabrique rien. Il ne fabrique rien. Mais il gagne beaucoup. Et il gagne beaucoup. Qui fabrique pour Facebook? Ce n'est pas Facebook, c'est nous. C'est nous. C'est nous, à travers l'activité que nous avons dans Facebook, qui fournissons des données. Bon, donc il y a eu tout ça, mais qui crée une fragilité particulière. Et puis, je m'arrête là parce que le temps a tourné, mais je vous invite à vous reporter à la 5e partie que vous avez dans la trace écrite. On y reviendra, ce n'est pas bien grave, parce que de toute manière, au cours d'autres conférences, j'aurai l'occasion de revenir sur tout ça. Ça fait 3 fois ou 4 fois que j'y reviens, mais je pense que c'est important, puisque c'est un aspect de notre histoire qu'il faut vraiment... Est-ce qu'on a beaucoup d'images des usines Ford et de la façon dont ils travaillaient? Bonne question. Ça serait, on en a sûrement. Ouais, parce que justement, de voir comment je vais chercher ça, pourquoi pas. Oui, 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 je vais chercher ça. Parce qu'à part Charlot, moderne. Mais c'est magnifique ce film. Je l'ai, moi. Hein, j'ai la cassette. Oui, il y a deux petites choses que je voudrais dire. La première, c'est bon, il faut quand même distinguer post-fordisme et néolibéralisme. Parce que le post-fordisme, ça a été la transformation, comme dans le toyotisme, bon, la suppression de la chaîne, au début, le travail en module, 4 types autour de la même table, pour résumer les choses vite. Et le néolibéralisme, ça a impliqué autre chose. Ça a impliqué le passage de la domination du capital industriel au capital financier. Donc là, il faut quand même faire la différence. Et là, le deuxième truc, à mon avis, il faut, ça rejoint les considérations sur Gramsci, pourquoi il dit qu'il n'y a pas besoin de grand monde pour dominer le travail. C'est qu'il ne faut pas oublier que c'est la technologie qui s'en charge directement. Ah, oui. C'est la machine qui domine directement le travailleur. Alors ça, vous en avez des indications déjà dans le livre 1 du Capital, dans le passage sur la plus-value relative. Parce que Marx avait entrevu cette évolution-là, et dans le fameux chapitre inédit qu'il n'a pas publié, bon, là, il thématise un peu plus ça, en distinguant les deux types de
il dit subjonction, disons subordination. Domination, Hein, subordination. La subordination formelle, c'est le salariat, tout simplement. Bon, hein, bon. Et puis, ce qu'il appelle la subjonction-subordination réelle, c'est la dépendance directe dans le procès de production devant, justement, une machine qui n'est jamais différente d'une organisation. Qui dit machinerie, qui dit technologie, dit en même temps organisation et exploitation. Donc là, c'est Mais quelque chose... on en viendra à un gros problème d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. On ne connaît pas encore toutes les conséquences, mais quand on voit les artistes américains descendre dans la rue, faire grève, etc., c'est que ça leur pose problème. C'est-à-dire on va pouvoir faire des films sans s'occuper d'eux, on pourra traduire sans avoir de traducteur. Mais même faire un scénario, pourquoi les scénaristes américains commencent à s'inquiéter, c'est qu'ils se disent qu'un scénario, on peut très bien le faire. D'ailleurs, ils sont tellement cons que... Prochaine séance, j'ai pas la date. Alors, prochaine séance, c'est la semaine prochaine, le 27. Donc là, nous allons nous quittons le sujet OST et Fordisme, que j'avais présenté comme une espèce de prolongation de l'année dernière. Donc là, nous entrons dans le séminaire, le sous-séminaire, on va dire, le néolibéralisme contre la démocratie. J'ai expliqué la semaine dernière pourquoi j'avais souhaité reprogrammer ce séminaire-là pour des raisons d'actualité politique, en fait. Hein. Je vous ai expliqué tout ça la semaine dernière. Donc la semaine prochaine, ce sera la conférence introductive de ce séminaire qui comporte 5 conférences, qui va nous mener jusqu'en décembre. Voilà, merci. Et... Au revoir.